Tourne. Une jeune femme m'a parlé de poésie, de révolution, de cabale hébraïque. Elle m'a dit que je la regarde aux yeux et que je lui dise de quelle couleur c'était. Et alors, elle m'a embrassé comme un feu. Elle m'a montré les matelas vieux où elle dormait dans la rue sous la pluie froide. Et nous sommes venus à traverser la Seine jusqu'à mon atelier. Manuel Montero, nous sommes devant un grand tableau à l'huile réalisé en 2005, une maternité où le trait, le dessin domine. Je me souviens du moment où tu l'as peint, sans esquisse, d'une main sûre. Je me souviens que l'œuvre a jailli, comme par magie, en un temps record, sans une retouche, sans un repentir. Aujourd'hui, presque 19 ans après, tu sembles vouloir délaisser le dialogue silencieux entre celui qui regarde ton tableau et le tableau pour un autre type de relation avec le spectateur, un tout autre format et un tout autre support, le fanzine. Je voudrais que tu m'expliques comment on passe de l'un à l'autre. Oui, de la bande dessinée, qui serait le fanzine, c'est une brochure de bande dessinée, c'est une chose très propre aux années 80 et 90. Et en fait, avant, on pratiquait la peinture en tant que telle. Pendant ma première jeunesse, j'avais fait comme ça. J'ai participé à des propositions plus ou moins collectives de photocopies. Donc en fait, c'est un retour sur un savoir-faire qui est celui de l'étudiant. La vitesse, l'adresse, la perspicacité, je ne sais pas comment ça, l'icastique de l'image pas picturale, vient du fait d'avoir beaucoup pratiqué le dessin avant dans des feuilles papier. C'est-à-dire, la peinture, c'est du dessin tel que je la considère. En tout cas, si elle est venue de cette manière que tu appelles magique, c'est que quelque part, il y a un type d'image qui précise de faire voir. Comment dire, j'étais content de retourner au format papier parce que c'était une manière aussi qui pouvait circuler. Je pouvais proposer aux gens de partir avec quelque chose, d'illuminer un peu la vie. C'est un format papier, mais c'est plus que ça, c'est une, ou moins que ça, je ne sais pas. C'est une photocopie, donc tu photocopies tes dessins à partir de ton carnet de dessin. À partir du carnet de dessin, mais parfois aussi d'autres, il faut les monter autrement. Le carnet, c'est idéal pour le format de page, c'est-à-dire que là, ça fait un A4 divisé en 2 à 5. Et c'est le moins compliqué pour pouvoir faire des plis. Et c'est un livre différent du livre linéaire. La logique là, c'est un combinatoire, comme dans un jeu de tarot. Umberto Eco, Italo Calvino parlait dans 9 propositions pour le 3e millénaire que peut-être le tarot, ou non, dans les châteaux son livre sur le tarot, il considérait que le tarot pouvait prendre la forme d'une bande dessinée dans la contemporanéité. Et dans ce sens, je me suis laissé participer à l'idée d'un art divinatoire par la dynamique même avec laquelle j'ai partagé les photocopies dans la rue avec d'autres mobilisés, d'autres insurgés. Attends, s'il te plaît. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est la photocopie, c'est un art révolutionnaire et insurrectionnel. C'est-à-dire c'est de la presse underground, de la presse donc guérilla. Ça fait partie du matériel par lequel les différentes personnes, cellules de résurrection, insurrection, toutes les choses, parce que la résurrection aussi c'est une révolte, on pouvait échanger sur les points où l'oppression nous fait mal.
Parce que pour vaincre l'oppression, ce n'est pas se mettre à demander au gouvernement de changer l'oppression. Non, il faut aller là où l'oppression nous fait mal, et vu que ça nous fait mal, et nous détacher. De cette manière-là, la peinture en tant que dessin sur papier, photocopie, c'est au minimum par rapport à ce que c'est le luxe. Parce que c'est vrai que j'étais bien content que les dessiner, c'était un grand plaisir parce que j'avais acheté rue de Prague des pigments, des verres de Venise, des choses comme ça, de l'oxyde de terre. Et donc j'ai pu faire jouer aussi avec la couleur. C'est vrai que ça c'est plus magique parce qu'on ne fait pas tout le temps un grand tableau. Donc, et que j'ai eu la chance de ne pas être trop complexé quand j'ai travaillé. Parce que souvent les peintres sont rigidifiés, tétanisés devant l'énormité d'un vrai tableau. Dis-moi, est-ce qu'on peut parler de tournant dans ton art? Oui et non. Oui et non. Parce que ça ne serait pas le premier tournant. Que, si on dit tournant, il faudrait tenir compte que j'ai eu plusieurs tournants déjà. Oui, mais parlons de celui-ci. Par rapport à celui-ci, c'est que j'ai participé plus dans les mobilisations des rues, donc les dessins reflètent d'avoir été enfermés par la force d'autres prisonnières qui ont prisonniers, aussi les garçons que les filles, on a partagé des cris et des bouteilles à la mer. Alors, dans ces fanzines, qu'est-ce qu'il y a alors? Si je comprends bien, ce sont des dessins que tu as... C'est des portraits dessinés, c'est des séquences dessinées. Il y a aussi une partie imaginaire dernièrement parce que j'étais moins dans le travail de dessiner les passants. J'ai beaucoup dessiné silhouettes qui passent. Dans la rue, donc c'est un travail de la rue. Et ça, je l'ai commencé quand j'avais 12 ou 13 ans. J'étais encore à l'école primaire. Et j'ai commencé à sortir de chez moi et aller dans les petits placetas, dessiner les gens. C'était un challenge, une aventure. J'avais des cahiers, ces cahiers sont perdus, je n'ai pas pu les conserver. Et comment tu diffuses tes fanzines? Je les donne gratuitement la plupart des fois, parfois en échange d'un cigarette ou en échange d'un sandwich. Mais en général, j'ai tendance à les donner gratuits parce que souvent, les raisons qui m'amènent à les donner ne sont pas obtenir de l'argent. Parce que l'argent, je peux le demander, je fais la masse aussi. Mais ce n'est pas celui qui m'a donné un peu d'argent qui pour moi est la personne qui va lire. Parce que après, la personne qui va lire, c'est souvent quelqu'un qui est motivé comme moi pour un nouveau regard, pour un nouvel récit, un nouvel... Les fanzines ont été inventés, je crois, aux États-Unis dans les années 30. Alors pourquoi c'est un nouveau regard pour toi? Par rapport à la génération beat. C'est-à-dire que les anarchistes américains considèrent qu'ils sont les premiers à avoir fait telle ou telle chose. Peut-être que ce n'est pas les premiers, peut-être les publications underground, en effet, il y a... Mais ça m'intéresse, bien sûr, Robert Crumb, Gilbert Shelton, mais en Europe, il y a eu des bandes dessinées aussi très révoltées, très underground, pas seulement en Amérique. Donc tu associes le fanzine avec un contexte insurrectionnel, un contexte révolutionnaire. La lutte sociale, mais surtout la lutte sociale. Dans les quotidiens, comment dire, l'amour révolutionnaire, comment dire, le désir de révolution. Ce que manifeste les peintres, c'est quelles sont les raisons pour qu'on soit révolutionnaire. C'est qu'on veut vivre une vie intéressante, belle et jolie, sans besoin de pour ça se prêter à tout le contraire. Tu vois, à produire des armes ou je ne sais pas quoi, non. Une révolution est une espèce de guerre contre la guerre. C'est-à-dire que la guerre est tout le contraire d'une révolution. S'il y a guerre, on peut considérer que la révolution est perdue. Mais le succès, la victoire d'une révolution, c'est le moment de s'arrache et on peut vivre. Tu peux parler aussi de révolution artistique avec ces dessins? Ce n'est pas nécessaire de mettre séparer l'artistique de le non-artistique. Là, bien sûr que c'est artistique, mais tout ce qui est la création est artistique. Celui qui travaille vraiment ses tomates, son tomate est une œuvre d'art. Simplement que les tomates, ça dépend, c'est vrai que même la tomate peut se mettre comme...
Michel Barceló a mis des tomates, des vraies tomates sur son tableau pour voir qu'est-ce que ça faisait, et de l'huile d'olive pour dessiner les sardines. Oui, mais alors toi, tu as répandu du lait avec l'encre de Chine. Moi, j'ai utilisé le lait de chèvre, le lait de vache m'intéresse moins, parce que le lait de vache, je voyais là un karma, quelque chose, mais c'est ça. Ça ne donne pas la même chose que le lait de chèvre. Le lait de chèvre est relativement cher, mais ça donne une odeur très agréable après au papier. En tout cas, pour les fanzines, je n'ai pas utilisé le lait de chèvre, je n'ai pas... Parce que ce que j'ai cherché, c'était une chose plus élémentaire de lignes, de dessins de lignes. J'ai utilisé des feutres noirs, d'encre japonaise. Comment est reçue ta brochure dans la rue, puisque tu la distribues, si je comprends bien, dans la rue, aux gens, aux passants, Comment surtout aux passantes. Surtout aux passantes. Parce que comment est reçue cette petite brochure? Est-ce que les gens considèrent que c'est de l'art? Est-ce que les gens... Ils s'y voient ce que je leur dis. C'est-à-dire qu'ils s'y voient qu'il y a une personne qui raconte une histoire, que c'est une histoire qui, à cause de sa valeur pour la personne, se donne de cette manière-là, comme dans les gestes un peu désespérés de celui qui lance une bouteille à la mer, et parce qu'eux-mêmes, ils lancent aussi leur bouteille à la mer. C'est-à-dire que là, on se connaît tous, chacun a lancé sa bouteille. La bouteille de l'un, c'est une chose, et l'autre, la bouteille de l'autre plus ronde, la bouteille en plastique, mais chacun a lancé sa bouteille en plastique ou en cristal. Quelle est cette bouteille à la mer? Quel est le message que tu lances dans la bouteille à la mer? C'est l'artifice du labyrinthe de dessins. Les dessins, parfois je perds des originaux, je dois m'en passer. Parfois j'ajoute de nouveaux dessins, parfois je retouche ceux qui sont abîmés. Et ça, cet effet d'objet est un objet où la couleur, comme c'était dans les anciennes cultures, les tarots. Il y a, même ces derniers temps, je suis encore avancé sur la recherche du tarot parce que je cherche à dessiner un peu de langage symbolique à partir de choses bouts. C'est-à-dire que je vois un personnage là, je vais dessiner, le monsieur du restaurant qui fumait à la porte. Et comme en même temps j'ai passé au tarot, du coup je l'ai choisi pour représenter l'empereur. Parce qu'il avait une manière de les jambes un peu croisées comme ça. Et dans la carte de tarot de Marseille, l'empereur a les jambes croisées aussi. Donc, là, c'est... Oui. Que si on dit baroque, peut-être ça vaudrait la peine de développer mieux. Parce que c'est une œuvre baroque, oui et non. On peut la remettre au baroque parce que le baroque, la typographie, les expériences avec la page, les textes un peu comme aussi chez Lewis Carroll, les pages dans lesquelles il y a des calligrammes. Les calligrammes commencent faisant partie de l'imprimerie à la période baroque, mais on peut aussi reculer plus le temps et voir d'autres choses. Les peintres primitifs étaient des femmes ou des hommes qui peignaient les grottes de Lascaux. L'auteur des grottes de Lascaux, c'était un groupe d'hommes ou un groupe de femmes. Et tout ça, il y a tellement de choses à essayer d'amener en mémoire, et la mémoire est forte. Dans ces fanzines, dans ces recueils donc de dessins sur photocopie, j'ai constaté que certaines pages étaient volontairement placées à l'envers. Pourquoi? C'est un peu déstabilisant de prime abord. C'est le hasard, là, c'est le hasard qui impose ça, mais le hasard a un sens magique. C'est-à-dire que le plus d'éléments de hasard bougent entre page et page, le plus la page est magique. Par exemple, avec certaines personnes, je vois que quand ils prenaient mon fanzine, et qu'ils voyaient la couverture trop provocante ou au contraire trop moche, ils changeaient de page et ils réorganisaient. Et je pense que ça c'est génial, parce que là c'est eux-mêmes qui s'impliquent dans l'ordonnancement du récit, comme ça veut dire que ça va être leur récit, que ça te l'a prévu comme ça, customisé. Et oui, parce que c'est une chose qu'on prend soin. Il y a tous ces animaux, toutes ces plantes, toutes ces personnes à l'intérieur. Fait les sentir bien, parle, dialogue avec eux, c'est comme celui qui donne un jeu de cartes,
c'est pour donner la possibilité de les réorganiser, oui. Donc tu donnes un objet dans lequel l'autre va intervenir. Oui, parce que c'est fait pour que ça, comme un casse-tête, comme les puzzles, pour réunir les pièces et faire l'image. Et l'image, c'est une chose qui doit se faire petit à petit, qui est tout le temps en train de changer de forme. L'âme du monde, l'âme de la planète Terre respire et a des apnées. On sent ça dans le magnétisme, pôle nord, pôle sud. Et nous ne sommes pas à l'extérieur du magnétisme minéral, nous sommes aussi minéral que végétal et animal, de même que la guêpe ou que la fleur. Tu les as appelés Vamp Fraction. Si Vamp Fraction, c'est mon pseudonyme, parfois, mais comme je veux toujours rappeler que c'est moi. Souvent, je citais les fractions peu après, je vais ajouter Manuel Montero parce que quand même, je veux rester qui je suis. Mais pourquoi Vamp Fraction? Vamp, c'est parce qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes. Tu dessines énormément de femmes. La fraction, c'est la cellule trotskiste. La fraction, c'est un jeu de frappe. C'est-à-dire quand on fait syntonie avec 2 ou 3 personnes et qu'on fait mener des actions où il y a déjà plus d'une personne qui agit. Donc par fraction, je veux dire que je suis toujours en vocation d'agir avec d'autres. C'est-à-dire que nous sommes les Black Blocs, nous sommes les... Black Bloc, c'est une des dénominations qu'avait fait la CIA pour tout ce qui échappait à la classification purement politique. Éviter des mouvements insurrectionnels de divers types, parce que là, ils mettaient dans les mêmes sacs plein de choses. Aux années 80, aux années 70, 80... Bon, moi j'ai commencé à la prise de conscience, c'est depuis petit, mais bon, disons qu'avec les fanzines, justement, quand j'ai commencé à participer à des fanzines aussi, ça m'a défini politiquement. Je fume beaucoup, mais ce que moi je parle avec fumant, c'est que la fumée est un élément rituel de la magie zoroastrienne et du manichéisme. Au lieu de 4 éléments, dans le système zoroastrien, il y en a 5. La terre, l'eau, le feu, l'air et la fumée. Le système élément, c'est la fumée, qui peut être bénie, comme la fumée de résine odorante, ou qui peut être méphistique quand c'est une fumée de cramé, d'un exécuté qui brûle. Les sorcières... Dis-moi, je voudrais revenir au fanzine. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un arte povera? Que arte povera, c'est une dénomination concrète de l'avant-garde italienne. Je ne vais pas me substituer à cela et le dire en italien parce que je ne suis pas auteur d'arte povera. Alors, un art pauvre, est-ce que c'est... Si, non, mais même l'arte povera se définissait comme partie du mouvement conceptuel. Ce qui n'est pas le cas dans mon travail qui est figuratif. Le postérieur à l'arte povera en Italie était l'avant-garde italienne. L'avant-garde, oui, je m'y reconnais plus dans l'avant-garde, mais comme l'avant-garde n'était pas pauvre, c'est pas non plus mon histoire. Tout ça, c'est des choses intéressantes, mais pas forcément pour dire que je ne fais pas de l'arte povera, parce que je ne suis pas italien, et parce que la pauvreté, eux, ils la définissent d'une manière que moi, je ne suis pas entré dedans, ça peut être bien, mais... J'avais vu des choses d'arte povera au Centre Pompidou, mais c'est des artistes qui, de leur vivant, étaient déjà au Centre Pompidou. Moi, j'ai au Centre Pompidou de la bibliothèque, tandis qu'il y a mes livres, mais de là à considérer que j'ai été exposé au Centre Pompidou, non. Je sais que mes livres ont été pris en compte, mais cela ne me donne pas en qualité d'artiste du Centre Pompidou, on dirait. Un peu parallèle, oui. Centre Pompidou, j'aimais beaucoup la bibliothèque. J'allais très souvent, quand j'étais adolescent, parce qu'il y avait plein de livres intéressants, et même une phonothèque, on pouvait écouter des disques de Franz Zappa. Et de... comment ça s'appelait? Ah, celui qui a mis la musique au marteau sans maître de René Char. Pierre Boulez. Même si moi, pardon. Tu préférais Edgar Varèse, oui. Edgar Varèse.
Je voudrais que tu reviennes sur la relation, un peu comme on a commencé cette interview, sur la relation entre cet art-là et celui qui le possède. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas la possibilité de s'acheter des tableaux, c'est ça que tu veux dire? Et au moins, il y a moins de transgressions dans la mesure où dans la photocopie, c'est pardonnable de donner. Parce qu'on est toujours jugé par l'intérêt économique. Si on fait contre son intérêt économique, on n'est pas gentil, on n'est pas bien, on nous insulte, on nous méprise. Mais là, si ça coûte un peu les photocopies, mais je ne suis pas en train de donner gratuit un tableau à l'huile. Le tableau à l'huile, je le vends au collectionneur parce qu'il y a l'espace, c'est quelqu'un qui a toujours de l'espace pour mettre des choses. Pendant que celui qui prend les prospectus, le vent de fraction, l'œuvre pamphlétaire, celui-là, il a un autre rapport de motivation, aussi artistique, aussi d'intervention avec l'œuvre d'art, mais dans une presse guérilla urbaine. Bon, alors donc c'est un art engagé, un art de guérilla, un art de la rue, un art pour les gens qui n'ont pas forcément une formation artistique? Ils ont une formation artistique non reconnue, parce que souvent c'est des gens qui comprennent très bien les questions artistiques, mais qui n'ont pas été, comment dire, reconnus par le régime du travail forcé, le régime des rôles sociaux qui sont administrés par les managers, par les designers. Je peux te dire qu'il y a plus de gens préparés artistiquement qu'on y pense. Simplement que beaucoup d'entre eux sont complètement méprisés et oui, et ça fait une raison pour la lutte. Et retrouver les droits qu'une personne sensible ne se voit pas jugée en fonction de sa productivité ou de ce je sais pas quoi. Tu abandonnes définitivement le grand tableau ou bien tu penses y revenir? Celui-là? Non, tu abandonnes définitivement la peinture sur grand tableau? J'abandonne définitivement chaque tableau que je fais et j'attends au suivant. Je n'abandonne pas, non, simplement que pour l'instant je ne vois pas le contexte où je me mettrai à nouveau à faire tableau à l'huile. Je ne suis pas contre, hein, mais toutes ces choses-là viennent petit à petit dans la vie. Peut-être que je me remettrai à la couleur, peut-être, mais pour l'instant je ne regrette pas de faire des brochures. Plus que fanzine, je l'appelle brochure. Hein. Le fanzine, c'est très localisé dans le temps. Le fanzine, c'était aussi par rapport au groupe de rock. C'est-à-dire que le fanzine était fan magazine. Donc c'était fait souvent avec un propos musical. Ce qui n'est pas réellement mon approche. Donc ce n'est pas vraiment un fanzine comme aux années 80. C'est une brochure. La logique est un peu de fanzine dans la mesure où c'est la photocopie. Ça, oui, c'est fanzine pour ça. Et le côté bande dessinée aussi, oui. Mais ça s'éloigne dans le temps, ça va plus aux racines, donc c'est plus une brochure. Là, je me suis dit, c'est possible encore d'avoir un imaginaire. Quelqu'un qui a un imaginaire africain, un dessin très subtil et très bon goût pour la couleur. Je dessine beaucoup les animaux quand je les vois, mais je les dessine rarement de mémoire. C'est quand j'ai vu l'animal, j'essaie de dessiner qu'est-ce qui ressemblait en me sortant un peu des stéréotypes. Et là, c'était un biche dans les prés, à la rosée du matin. Ça, c'est une carte du tarot, les fous. Le magicien Merlin, un côté médiéviste de ce dernier essai, et l'ermite du tarot. Des personnages, des jeux de personnages. Et là, c'est la page double.
la fée Morgane et la justice du tarot de Marseille, avec lunettes et une couronne. Figure. Femme cyclope. Là, c'est un mémoire du Kurdistan qui est en lutte. Le Kurdistan est en lutte depuis beaucoup d'années contre toutes les tyrannies et les escroqueries de la terre. La lune. La lune, l'éléphant. Le monde. L'autre gazelle. C'est l'autre gazelle. J'ai essayé de me souvenir du nom hébreu du fils d'Osiris et Isis, qui est Harpocrate, Ar, Aleph, Resh, P, mais là j'ai raté la lettre. La Tes, Resh, Tes, wow, mais il me manque une lettre, parce que je l'écris comme ça. Chaque fois c'est pareil, il faut que je m'arrête pour la lettre. C'est au restaurant, hein, là. Ça, c'est les chiens méchants. Du concile lunaire. Là, je l'ai dessiné debout en voyant passer une femme dans un boulevard très loin, qu'on était boulevard de Clichy. Et elle avait un déhanché pour marcher avec ses talons aiguilles et son jean, que c'est une image, une figurine de la jeunesse, je ne sais pas. Elle est pendue de la tarot de Marseille, mais ça, agit propre. J'ai consulté les lapidaires d'Alphonse X, les sages qui avaient une école de traduction à Tolède, Saint-Roi, savant et pacifique. Tout au contraire que la reconquête qui a été un massacre. Quelqu'un qui joue le violon, un symbole de l'amour à cheval, encore les chiens, il est là aussi, Anubis, Katabeta, la grande vampire. Les chiens qui est méchant, c'est comme les vampires, c'est terrifiant. C'est une des choses les plus difficiles à déjouer, c'est ça, c'est quand c'est un hiéroglyphe de la nature elle-même, c'est un peu un défi cognitif très fort. La dessinette aussi, un peu aphrodisiaque. Aphrodisiaque, les dessins, je les considère une chose aphrodisiaque. Et ça aussi, il faut le laisser vivre, l'aphrodisia. Parce que nous ne sommes pas complètement étrangers à l'écume du plaisir. Et ça aussi, on a besoin. On a besoin aussi de ce qui n'est pas important à première vue, mais nous c'est nécessaire aussi. Là, les crocodiles luttent avec les chevals. Et là, c'est un camarade que j'avais eu. Sauf que quand je dessine des mémoires, on ne peut pas savoir. Et là, c'est à nouveau la lutte armée du Kurdistan. Parce que nos camarades d'Andalousie ont passé là-bas. Là, c'est un sphinx.
Ça c'est refait. C'est à partir d'un dessin que j'ai perdu l'original, j'ai refait. J'ai redessiné comme j'ai pu. Le trotskiste à la Sorbonne. Et là, il y a un camarade qui avait fait son portrait, après je l'ai retouché parce que c'était passé. Et j'ai écrit un poème en anglais, qui est comme une chanson. Take my flesh in your pleasure feeling, free my heart from pain. Come along by my horse and let's ride, for in love we both. Say me, make me listen, never stop your truth. Our baby is living strong in the sun. In the stars they sing, in the chrome mirror, big of rain glass image. Et un rêve aussi de victoire révolutionnaire. Il faut suggérer la victoire d'une révolution implicite. Charlene.